Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 52 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marion Miclet. Bonjour Marion. Bonjour Nicolas. Alors Marion, vous êtes diplômée de Sciences Po Lyon, vous avez complété un master en histoire du cinéma américain à Paris 8. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres très intéressants, notamment Découvrir New York et Découvrir Londres en série, aux éditions Huguin et Munin, deux guides et essais sur la représentation de ces villes sur le petit écran, avec un angle d'analyse socio-culturelle. Donc vous êtes aussi critique série pour Le Point Pop et membre de l'association critique des séries, ACS, donc je renvoie d'ailleurs au site internet qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, Marion, on va faire une émission non pas sur une série en particulier, mais plutôt sur une émission thématique. Et une émission thématique, on part, et c'est d'actualité ces dernières semaines, pour les États-Unis, pour la grosse pomme, on part pour New York. C'est ça, Marion? Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Oui, bienvenue à New York. On va parler de la gentrification, en fait, qui est un thème qui apparaît pas mal dans mon livre Découvrir New York en série, mais jamais de façon principale. Et je me suis dit que pour cette émission, ce serait intéressant de voir comment la gentrification est représentée dans les séries. Des années 90 à nos jours environ, en fait, c'est une période intéressante pour plusieurs raisons. C'est l'âge d'or des séries telles qu'on le connaît actuellement. C'est aussi une période où, à New York, il y a beaucoup plus de tournages qui sont autorisés dans les rues. Donc, on a une sorte d'une nouvelle identité de séries new-yorkaises qui se développe. Et puis, bien sûr, le boom de la gentrification à New York, tel qu'on le connaît aussi aujourd'hui, commence à cette époque-là, fin des années 80, années 90. Donc, on va essayer de regarder quelles sont les nuances de la gentrification en fonction des périodes où elle est représentée et de quel quartier de New York également et du point de vue de quel personnage. Donc, je vais vraiment essayer de faire un panorama plutôt qu'une étude approfondie. C'est vrai que la gentrification, c'est un sujet complexe et controversé. Peut-être que je peux essayer de donner une définition avant qu'on se plonge dans les séries. Oui, tout à fait, Marion. Allez-y, il n'y a pas de souci. Présentez-nous ça. Un terme équivalent, peut-être en français, enfin, je vais garder le terme gentrification, mais on parle aussi de embourgeoisement ou boboisation. À l'origine, c'est une expression de la sociologue Ruth Glass qui parlait de Londres dans les années 60. Et donc, spécifiquement pour New York, ce qui est intéressant, c'est que si on repart un petit peu dans le passé, dans les années 50, le rêve américain, c'est de déménager loin des centres urbains vers la banlieue. C'est l'effet Mad Men un peu, où on a cette maison bourgeoise dans la banlieue et on travaille dans la ville. Donc, en fait, Manhattan est vraiment le centre économique le plus attractif et même à l'intérieur même de New York, c'est un point d'attraction. Donc, rappelons que New York, c'est 5 boroughs, Manhattan, mais aussi Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. Donc, on voit un phénomène de gentrification vers la fin des années 80-90 qui s'étend à tout New York et qui est la transformation des quartiers populaires due à l'installation de populations plus aisées, souvent blanches. Donc, en fait, on a ce phénomène de vague maintenant qui est vraiment partout dans New York en fonction de certains quartiers où souvent d'abord ce sont des artistes qui vont s'installer, puis des étudiants. Ensuite, on a peut-être des familles et enfin, ça va être vraiment des populations plus aisées et même des touristes et enfin des grandes chaînes de magasins. Donc, cette transformation-là, elle se fait par vagues et souvent, on dit que ces gens qui emménagent sont des pionniers et ou des colonisateurs selon le point de vue. Deux exemples intéressants à New York, c'est par exemple Harlem et Greenpoint. Harlem à Manhattan et Greenpoint à Brooklyn, on en reparlera. Donc, quelles sont les raisons de la gentrification? Rapidement, ces populations-là qui arrivent dans les quartiers populaires, elles sont attirées par des loyers abordables. Aussi souvent, même si ces quartiers sont parfois un peu excentrés, peut-être qu'ils ont été mieux desservis par les transports en commun récemment. Et le fait qu'ils sont aussi peut-être un peu plus loin
offre une vue sur la ville, sur les gratte-ciel de Manhattan. Souvent, il y a une architecture historique très belle dans ces quartiers. Donc, on a un phénomène de réhabilitation et d'importation d'un mode de vie et de consommation, donc bobo, ou la version new-yorkaise récente hipster. Et donc, finalement, ça crée des mutations profondes pour ces quartiers. Une baisse du taux de criminalité, l'installation de nouveaux commerces peut-être plus chers, l'arrivée d'investissements publics et privés et donc une montée des loyers. Donc, finalement, les populations riches, éduquées, souvent célibataires et blanches qui arrivent dans ces quartiers vont déplacer les habitants historiques puisque ceux-ci n'ont plus les moyens en fait de vivre dans le quartier qui était pourtant le leur. Et donc, on a l'aspect le plus controversé de la gentrification qui est fait que on a une destruction de cette culture originelle, donc souvent des minorités noires et latinos à New York, et une réappropriation du quartier par une population plus aisée. Donc, je vais juste finir cette longue définition avec une citation de Colson Whitehead qui dit « On devient un New-Yorkais quand on prend conscience de la disparition d'un endroit familier ». Donc, souvent, la gentrification est accompagnée d'un phénomène de destruction. Donc, on va voir comment tout ça se montre dans les séries. Oui, effectivement, Marion, c'est très intéressant et il fallait poser les choses tout de suite comme vous l'avez fait en introduction. Alors, j'aimerais qu'on commence, j'allais dire peut-être par le commencement. Alors, effectivement, on aurait pu peut-être commencer avant, mais mes premières questions vont se faire autour d'une certaine image de New York, celle de New York avant les attentats du 11 septembre, donc celle des années 90 finalement, à travers un certain nombre de séries. J'aimerais que vous essayiez de nous montrer ce règne de ce qu'on a appelé les yuppies, qui ont donné d'ailleurs pour beaucoup de l'image de New York aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, une certaine image fantasmée. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par présenter ça en parlant tout d'abord de la série Seinfeld? Oui, tout à fait. Donc, pour les années 90, à New York, on a les yuppies qui sont un diminutif de Young Urban Professional. Donc, encore une fois, des populations plutôt blanches, aisées, éduquées. Et on va les voir beaucoup à la télévision, donc notamment avec Seinfeld. Et en fait, c'est donc une série qui est une série new-yorkaise essentielle. Elle va vraiment créer une image fantasmée de la ville qui va être diffusée à travers le monde entier, effectivement. Et en fait, ça va donner un peu la référence de à quoi ressemble New York dans les années 90 dans les séries et créer une sorte de gentrification des écrans, en fait, puisque ça devient un peu l'évidence des personnages qu'on voit dans Seinfeld. Donc, Jerry Seinfeld et ses amis représentent New York. Donc, le yuppie, c'est le bobo des années 80-90. Et donc, on voit bien comment dans Seinfeld, ces personnages sont un peu losers, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment de problème d'argent. Ils sont assez individualistes. On est encore donc à l'époque du règne de Wall Street. Le 11 septembre n'a pas eu lieu. Il n'y a pas vraiment l'esprit d'unité qui va flotter un temps à New York après le 11 septembre. Et donc, les deux créateurs du show, Jerry Seinfeld et Larry David, sont des New-Yorkais expatriés à Los Angeles. Du coup, ils s'amusent avec cette série à transmettre leur expérience à travers un filtre. À la fois, ils se regardent le nombril et ils se moquent d'eux-mêmes, mais ils sont loin, donc ils assument les stéréotypes et ils vont créer en fait une sorte de méta-New York où leur vie quotidienne, donc on les voit, leurs histoires dans le métro, restaurants chinois, etc., ça devient un peu pour les spectateurs la vie quotidienne de tout New York. Donc, ils vivent dans un quartier qui est l'Upper West Side, à côté de Central Park, au nord-ouest de Manhattan. Et ils sont des yuppies, mais ils ne sont pas forcément à proprement parler des gentrificateurs dans la série, puisque c'est un quartier qui est assez familial, résidentiel, avec une migration après la Seconde Guerre mondiale de population juive. Et donc, eux, ils sont dans cette culture juive. Ils consomment et ils fréquentent les petits restaurants de leur quartier. Donc, ils appartiennent à la communauté.
Mais en diffusant cette image et en faisant comme si c'était tout New York, ou en tout cas c'est l'impression qu'ont le public et les fans de Seinfeld, il gentrifie un peu la série télévisée elle-même. La gentrification est mentionnée très brièvement dans la série, quand le personnage de Kramer, en fait, se plaint qu'un cordonnier en bas de la rue va être remplacé soit par un café ou un magasin de cookies. Et en fait, la réaction de deux autres personnages, Hélène et George, c'est « Ah, mais moi, j'adore les cookies !» Donc, en fait, ça représente bien l'esprit de la série, assez impertinent, qui se moque un peu de tout le monde. Donc, voilà, le thème est abordé, mais de façon très superficielle. Mais enfin, si on veut passer à une autre série qui amplifie ce phénomène, le mal, entre guillemets, est déjà fait. Et peut-être on peut parler de Friends. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire parce que quand on pense à New York de cet avant 11 septembre, je crois que pour toute une génération, à l'échelle mondiale d'ailleurs, la série Friends représente un certain nombre de choses, hein, notamment avec cette insouciance, cette culture aussi de la colocation qu'on peut voir avec ce groupe de jeunes gens et de jeunes filles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série-là et sur cette vision de New York et de cette gentrification new-yorkaise ? Oui, donc là, on a une série qui est beaucoup moins cynique, mais qui représente encore des yuppies des années 90, donc des personnages blancs qui aiment passer beaucoup de temps dans les coffee shops, qui vivent en colocation. Et il nous renvoie vraiment une image réconfortante, une image de New York comme un village. D'ailleurs, ils habitent à Greenwich Village, dans le sud, tout au sud de Manhattan, quartier à l'opposé de Seinfeld, et on baigne un peu dans cette innocence du 11 septembre où le personnage, l'élément déclencheur dans Friends, c'est le personnage de Rachel qui justement quitte ses banlieues chics parce qu'elle ne veut pas se marier avec son fiancé qu'elle connaît depuis toujours, et elle se rend compte que voilà, sa vie n'a jamais vraiment commencé. Et donc elle va emménager avec Monica qui vit dans Greenwich Village. Et déjà là, on a un peu un fantasme qui est leur appartement. Ça a été commenté de nombre de fois qu'il est trop beau et trop grand pour vraiment qu'elles aient les moyens d'habiter là. Donc la série s'en sort avec un petit twist en disant qu'en fait c'est un appartement rent controlled, qui est donc un phénomène de loyer stable, fixe, qui est censé lutter contre l'inflation, donc qui fait que Monica a hérité en fait de ce loyer de sa grand-mère et qu'elle peut ainsi vivre dans ce quartier qui, à l'époque, en fait, est aussi en train de subir une transformation. Greenwich Village est un quartier qui a une histoire très riche, une culture alternative, et Friends est pas tant que ça intéressé par l'histoire du quartier. Leur communauté à eux, c'est vraiment une colocation. On ne les voit pas tant que ça s'engager avec la vie locale. Ils sont un peu, en quelque sorte, ces colonisateurs, ces gentrificateurs, puisque Rachel elle-même arrive de l'extérieur vers ce village. Et on peut s'amuser d'un épisode où Phoebe, qui est un peu le personnage le plus hippie, décide de ne plus acheter des meubles chez Pottery Barn, ou en tout cas elle attaque Rachel qui le fait, parce que c'est donner de l'argent à ces grandes chaînes qui font du faux vintage, etc. Et bon, au final, elle va être séduite elle-même par ces meubles et les acheter. Et c'est assez ironique puisque Friends présente un monde un peu faux vintage, justement. Ils vivent dans une bulle, ils ont un style de vie assez irréaliste, ils passent tout leur temps au café. Et justement, en fait, la série Friends, les années 90, c'est aussi le boom de la chaîne des cafés Starbucks qui crée ce café comme une expérience. Mais c'est pour quand même une population assez aisée qui a les moyens de dépenser $5 pour un café et de passer son temps à siroter. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que Friends, malgré tout l'amour qu'on peut porter à cette série, elle a quand même déclenché quelques controverses. Et il faudrait rapidement la comparer en fait à une série qui s'appelle Living Single, qui est sortie juste avant. Et Friends a été accusé parfois de plagier cette série en fait, puisque c'est aussi des jeunes professionnels new-yorkais, célibataires, mais eux, ils sont noirs et ils vivent à Brooklyn.
l'un des acteurs, c'est Queen Latifah, qui avait annoncé qu'il y aurait un remake de Living Single, mais il n'est pas arrivé encore. Et donc, on a là, disons, un visage plus réaliste de la jeunesse new-yorkaise à l'époque, puisqu'ils sont soit au travail, soit à la maison. Ils sont moins oisifs que les personnages de Friends. Donc, Friends a en quelque sorte gentrifié le scénario de Living Single. Et donc, nous continuons avec cette image fantasmée de personnages voilà, qui sont plus oisifs. Alors, si on voit une autre série aussi emblématique sur cette époque-là, en tout cas aux alentours de ces années 90-2000, c'est Sex and the City. Sex and the City, où clairement la ville est annoncée comme quelque chose, un aspect important. On le voit d'ailleurs dès le générique où on peut avoir cette vision new-yorkaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur peut-être une vision plus glamour de New York ? Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant, Sex and the City, on dit souvent New York est le 5e personnage, puisqu'on a donc ces 4 femmes amies, célibataires. Et on est toujours dans cette veine de personnages qui vivent dans Manhattan, qui sont blancs, qui sont riches, qui sont éduqués. Mais Sex and the City a quand même un petit côté plus réaliste par rapport à Seinfeld et Friends, puisqu'il est filmé vraiment dans la rue, dans des endroits, des cafés, des restaurants de Manhattan. Et donc, il présente New York comme un terrain de jeu glamour avec ce côté un peu conte de fées puisque les héroïnes sont à la recherche de leur prince plus ou moins charmant. Et donc, ça s'inscrit aussi, encore une fois, bien dans son époque. On est encore à la fin des années 90, tournant des années 2000. C'est une époque à New York socio-économiquement qui est très vibrante et ça donne un peu ce ton hédoniste à la série. On avait le maire Rudy Giuliani réélu en 98. Sur une plateforme qui fait que la criminalité était vraiment très basse. Donc, en fait, ces héroïnes, quand elles prennent des risques, elles ne tombent jamais de très haut. C'est vraiment, elles sont dans ce New York qui leur appartient. Et donc, les spectateurs se projettent dans cette expérience un peu aseptisée, donc forcément attractive. On a aussi moqué le fait que donc Carrie, le personnage de Sarah Jessica Parker, vit au-dessus de ses moyens. Elle est journaliste, mais elle est tout le temps en train d'acheter des marques de luxe. Et on voit ces héroïnes qui se moquent un peu de... Elles sont vraiment ancrées dans Manhattan. Brooklyn, c'est spécifique de l'époque. Brooklyn est un peu considéré pour elles comme un no man's land. Tout se passe à Manhattan. Les gens qui viennent de l'extérieur, c'est ce qu'elles appellent des bridge and tunnel, donc des gens qui traversent soit des ponts ou des tunnels. Donc, il y a ce côté un peu Manhattan est le centre de tout. Et donc, c'est très attractif pour les spectateurs, d'autant plus que la série met en avant un luxe, mais qui peut être abordable. Par exemple, il y a l'expérience du brunch ou le cocktail, le cosmopolitain, et bien sûr le très célèbre cupcake qui est montré dans la série. Donc, en fait, là, on a une consommation typique de la gentrification de l'époque qui est que c'est une consommation d'expérience. On fait l'expérience, on a le temps. Et donc ça, les touristes s'amusent et fans de la série à reproduire ces expériences. Et ça a en fait un impact véritablement dans le tissu de la ville. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'actrice Sarah Jessica Parker, elle a toujours vécu dans Manhattan, dans le West Village. Et en fait, son appartement est à côté de celui qui était filmé dans la série. Donc, en fait, il y a un défilé de touristes dans son quartier à elle. Et elle le déplore parce que finalement, les petites boutiques, les mom and pop stores, comme on dit, ont été peu à peu pris par des boutiques de mode ou des chaînes. Et donc, autant que la série était vraiment dans l'air du temps, certains se sont plaints qu'elle a aussi accéléré le changement et provoqué en fait un phénomène de gentrification. Donc, on peut mentionner brièvement un épisode qui justement fait vraiment mention de la gentrification. C'est quand le personnage de Samantha déménage dans le Meatpacking District. Et donc, c'est un quartier très intéressant de Manhattan qui longe la Hudson River à l'ouest et qui est historiquement un quartier d'abattoir, donc un quartier industriel qui ensuite, en fait, a été
plutôt habité par une population alternative, branchée, mais avec, dans les années 80, l'épidémie du sida a encore été fondamentalement transformé. Donc, c'est un quartier qui a un peu comme des couches de sédiments, des strates urbaines. Et c'est intéressant qu'il ait été montré dans Sex and the City. Sauf qu'ils ne font pas vraiment d'exploration, d'analyse sur la gentrification. On voit le personnage de Samantha qui se bat avec ses voisins qui sont des prostituées travesties. Ou alors qu'elle essaye de rejoindre un club VIP, le Soho House, en prétendant être quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a aucun regard vers le passé de ce quartier, le Meatpacking District. La série, en fait, se désengage de toute responsabilité sur la gentrification, alors qu'elle est pourtant le pic de ce phénomène des années 90. Donc, c'est un peu, dans Sex and the City, c'est la gentrification qui s'ignore. Oui, effectivement, hein, c'est vrai qu'on a une certaine vision de la ville, vous l'avez dit, plutôt parfois vue que du bon côté. Alors, on a d'autres séries qui sont un peu plus sombres, un peu plus, comme dirait Justine Breton, gritty, c'est-à-dire un peu plus rappeuses. Je pensais notamment à ces séries policières qui, en fait, aussi montrent une vision de New York, mais pas tout à fait non plus une vraie vision de la réalité new-yorkaise. Oui, donc c'est intéressant, les séries policières, il y a également un boom dans les années 90. Bien sûr, il y a Law and Order ou New York Unité Spéciale, ainsi que New York Police Blues. Et là, comme Sex and the City, c'est des séries qui s'emparent de la ville pour tourner, mais cette fois partout. Les séries policières sont tournées aux quatre coins de la ville, dans tous les boroughs de New York. Et on part de cette image de Sex and the City glamour pour aller vers quelque chose de gritty, donc qui veut dire un peu plus dangereux, un peu plus authentique, un peu plus crasseux aussi. Donc c'est vraiment une image différente de New York. Sauf que à l'époque, le département de la police new-yorkaise subit de profondes réformes. Je ne vais pas m'étaler, mais en gros, ça va rendre la ville beaucoup plus sûre et accompagner ce phénomène de gentrification. Donc, en fait, c'est assez paradoxal puisque les séries policières new-yorkaises des années 90 nous montrent des crimes, des quartiers qui paraissent malfamés, alors que la ville, en fait, n'a jamais été aussi sûre. Et donc, on reste dans un fantasme en fait négatif, en quelque sorte, où on veut montrer que New York fait peur ou a quelque chose d'excitant. Or, on est en fait en décalage avec ce qui se passe vraiment à ce moment-là. Bémol assez important, souvent les méchants sont des minorités. Donc, ça dépend, une image new-yorkaise peut-être plus diverse, mais pas de la façon idéale qu'il faudrait. Pour les séries policières, je voulais juste illustrer par une ruelle de New York qui s'appelle Cortlandt Alley et qui est dans le quartier de Tribeca, Chinatown. Donc là, on est aussi au sud de Manhattan. Et c'est une petite rue très filmée, en fait, puisqu'elle a vraiment conservé, et encore à ce jour, ce côté un peu gritty, un peu authentiquement effrayant de New York. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, elle est restée un peu sale, etc. Mais maintenant, on le fait de façon artificielle et on ajoute des effets spéciaux pour enlever les buildings très modernes qui se sont construits derrière. Donc, le paysage urbain new-yorkais continue de changer avec la gentrification qui s'y déroule. Oui, effectivement, Marion, c'est vrai qu'il y a une évolution par la suite, hein, ce boom de la gentrification, notamment dans certains quartiers, comme vous avez évoqué à l'introduction, comme Brooklyn, où il y a un mode de vie hipster qui se développe, parfois même dans certaines séries jusqu'à la caricature. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par évoquer, d'ailleurs, pour parler de ça, la série Girls and Broad City, qui montre vraiment un quartier très attractif de Brooklyn? Oui, Brooklyn, c'est donc devenu, à partir des années 2000-2010, le nouvel Eldorado. Et souvent, quand on parle aujourd'hui de gentrification à New York, c'est vraiment le borough qui est concerné. Et à la télévision, ça se voit aussi. Il y a une multiplication incroyable des séries brooklynites.
Et donc, celle peut-être qui est la plus emblématique et par laquelle on devrait commencer, c'est Girls et sa compagne un peu Broad City, puisque donc c'est des séries filmées à Brooklyn avec des points de vue plus féminins. Donc, on est dans l'après-récession des années de 2008 et donc on suit avec Girls l'expérience de millennials, de hipsters qui sont des créatifs, des jeunes professionnels un peu paumés, un peu fauchés, mais qui sont quand même aidés par leurs parents et qui habitent à Brooklyn. Donc les quartiers les plus montrés dans Girls, c'est Williamsburg, Greenpoint et Bushwick, qui sont des quartiers de Brooklyn qui se touchent. Et c'est intéressant de voir ces personnages qui sont bourrés de contradictions. Donc, le personnage principal, Anna, est joué par Lena Dunham, qui est aussi la créatrice de la série, et elle dit de façon ironique dans le pilote, par la voix d'Anna, à ses parents, « Oh, moi, je suis une voix d'une génération ». Donc, c'est assez prétentieux, mais en même temps, la série s'amuse de ça et dit déjà dès le départ, on va présenter une expérience blanche privilégiée. C'est un mode de vie alternatif à Brooklyn avec des jeunes un peu créatifs, artistes. Elle veut être écrivain, mais en même temps, ils sont en position plus aisée. Donc, on voit avec ces personnages de Girls la gentrification du quartier de Brooklyn se produire sous nos yeux. Mais Girls, et d'ailleurs Broad City également, ne montrent pas vraiment les conséquences. Elle s'arrête juste et elle nous montre vraiment qu'est-ce que c'est que l'expérience hipster, c'est l'expérience de Brooklyn à un instant T. Donc, Anna, elle habite à Greenpoint et c'est intéressant de se pencher peut-être un petit peu sur ce quartier de Brooklyn, puisqu'il avait pendant très longtemps une population majoritairement polonaise. Et là, au moment où la série se déroule, on voit qu'il y a un mélange entre, voilà, encore les boulangeries polonaises, mais aussi les bars branchés, etc. On est en plein dans ce changement. Et pourquoi ce quartier est attractif ? C'est un quartier qui a une magnifique vue sur les buildings de Manhattan, de l'autre côté de la rivière, et il est plus accessible qu'il ne l'était, puisque maintenant, il est desservi par un ferry. Donc, les loyers sont moins chers. Il y a une architecture très diverse et très belle. Notamment, il faut parler, quand on parle de gentrification à Brooklyn, de ce qu'on appelle Brownstone Brooklyn. Donc, le Brownstone, c'est un bâtiment qui est de couleur ocre, souvent avec des marches, qui est assez typique de Brooklyn, qu'on voit quand on marche dans les rues résidentielles. Et si on a les moyens d'en avoir un entier, ça fait en fait une sorte de maison de ville. Et souvent, c'est divisé en appartements parce que c'est très cher et c'est loué. Et dans Girls, on voit un brownstone que Anna visite un jour parce qu'elle rencontre son propriétaire, qui est joué par Patrick Wilson, et elle passe la journée avec lui. Et en fait, on entre dans ce monde qui est encore un autre versant de Brooklyn. Et là, pour faire un tout petit détour, on le voit beaucoup dans la série The Affair, où il y a justement cette famille qui habite dans un brownstone de Brooklyn. Donc, c'est intéressant de voir comment l'architecture et la démographie vraiment jouent et s'influencent les unes les autres. Et donc, Girls, une des grandes qualités quand même de cette série, même si elle ne commence pas profondément sur la gentrification, elle est tout à fait consciente que c'est ce qu'elle montre, que ces personnages sont un peu des enfants gâtés et elle se moque d'elle-même. On a notamment les personnages passent beaucoup de temps dans un coffee shop qui est le café Grumpy, qui est un café qui existe réellement et qui a d'ailleurs bénéficié en fait d'être montré dans la série, qui a pu comme ça avoir un meilleur business en fait. Et la série montre l'ouverture d'un café concurrent qui s'appelle Helvetica, où en fait n'est peuplé que par des hipsters dilettantes. Et donc la série s'amuse à dire non, on ne peut pas autoriser ça, alors qu'en fait elle-même est une série de hipsters. On a aussi le personnage de Thomas John, qui emménage à Williamsburg dans une tour très luxueuse. Il a un appartement qui a vue sur toute la ville.
Et c'est un peu cette ironie de si le quartier devient trop branché, il va aussi attirer des financiers ou des gens très riches. Et finalement, Manhattan, en fait, arrive à Brooklyn, puisque Brooklyn est devenu aussi cool que Manhattan, si ce n'est plus cool. Donc, juste pour continuer rapidement avec Broad City, c'est une série intéressante qui est plus déjantée que Girls. Elle ne se prend vraiment pas au sérieux, mais elle aborde un symbole très fort de la gentrification à Brooklyn, qui est le magasin Whole Foods. Donc, Whole Foods, c'est une chaîne de magasins bio américaine qui est souvent hors de prix. Et donc, le personnage, le Abby, dans la série, va faire ses courses alors qu'elle a fumé un pétard. Et elle remplit son chariot. Et en fait, à la sortie, elle en a pour plus de 1 000 $. Enfin, ça montre vraiment à quel point, quand un Whole Foods s'installe dans un quartier, ça change complètement le cachet du quartier. Et là, en l'occurrence, on est dans le quartier de Gowanus, qui est un quartier de Brooklyn, le long du canal de Gowanus, qui en fait était un canal assez toxique, avec une pollution toxique pour la population locale, qui a été restauré. Et donc, on a ce phénomène il y a une amélioration de la qualité de vie, mais qui en profite? Et là, la série s'amuse à dire, ils ont ouvert un Whole Foods, on sait très bien qui fait son shopping à Whole Foods, c'est les gens qui finalement ont les moyens, et les gens qui vivaient à Gowanus quand c'était encore un quartier un peu décrépit, a priori, eux ne vont pas faire leur shopping à Whole Foods. Et d'ailleurs, l'un des personnages de Broad City ne vit même pas à Brooklyn, elle vit dans le Queens parce que Brooklyn est même devenu trop cher finalement pour elle, pour son niveau de vie. Donc Queens peut-être la nouvelle frontière. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment en quelques années Brooklyn s'est cristallisé sur presque une caricature, et notamment Williamsburg qui a toujours été considéré comme c'est souvent, on réduit Brooklyn à Williamsburg, puisque Williamsburg est très facile d'accès de Manhattan. Il suffit de prendre 1 ou 2 arrêts de métro et sur la ligne L, et on est à Williamsburg. Donc, il y a beaucoup de touristes. Et les touristes se disent « Ah, ça y est, je suis à Brooklyn, j'ai vu Brooklyn ». Et dans une série comme Two Broke Girls ou Younger, qui sont 2 séries finalement donc, Younger, c'est de Darren Star, et Two Broke Girls, le showrunner, c'est Michael Patrick King. Donc, c'est intéressant parce que c'était 2 collaborateurs sur Sex and the City. Et donc, avec leur nouvelle série, après Sex and the City, ils ne se sont pas forcément améliorés et ils sont restés un peu dans le domaine du cliché. Mais cette fois, ils ont transmis le cliché vers Brooklyn. Alors oui, Marion, ce qui est aussi intéressant quand vous parlez de ces séries-là, c'est qu'on peut aller parfois à travers l'analyse de ces séries, quand on parle de gentrification, jusqu'à une caricature de ce qu'est la vie à New York, de ce qu'est la vie en particulier si on reste sur Brooklyn. Alors parlez-nous maintenant de 2 autres séries, peut-être High Maintenance et puis Search Party, qui montrent une vision tellement sublimée de Brooklyn que ça n'est presque caricatural. Oui, donc c'est intéressant. En fait, il y a tellement de séries qui sont filmées à Brooklyn qu'il y a plein d'aspects différents. Donc là, je vais parler de High Maintenance et Search Party, mais c'est 2 séries que je groupe ensemble, mais je vais surtout parler de High Maintenance, où en fait, on a une version peut-être plus diverse que les séries que j'ai mentionnées précédemment, mais qui finit peut-être par tomber dans la caricature. Donc, High Maintenance a pour but de présenter une multitude de personnages, puisqu'en fait, le fil conducteur, c'est un livreur de marijuana qui va à domicile, et en fait, par son regard, on entre dans l'intimité de New-Yorkais. La série se déroule beaucoup à Brooklyn, avec donc ces portraits de locaux qui sont un peu des personnages hors normes parfois. Il y a cette expression new-yorkaise qui dit « Oh, only in New York ». Donc, c'est un peu le genre de personnage qu'on pourrait seulement voir à New York parce qu'ils sont un peu démesurés pour telle ou telle raison. Et donc, en fait, c'est des portraits peut-être qui touchent un peu à la caricature. On n'est clairement pas dans la classe moyenne ou la classe ouvrière. Le héros lui-même, donc qui est un drug dealer, en fait, est une sorte d'entrepreneur. Et donc, on retrouve un peu
ce versant de culture locale, artisanale de Brooklyn, certes, mais est-ce que vraiment High Maintenance montre une culture alternative dans la mesure où les clients sont quand même assez riches pour acheter donc une drogue récréative, comme on dit, et se faire livrer à domicile. Donc en fait, ce sont bien des bourgeois dans le sens de bobos. Donc High Maintenance continue avec cette image du Brooklyn gentrifié, du Brooklyn dominé par les hipsters, et elle se moque d'elle-même en montrant les effets de la gentrification, mais c'est assez bref. Il y a un épisode où à un moment, on a une visite guidée de street art, et en fait, c'est un groupe de touristes français. Donc, on voit comment même la subculture ou la contre-culture new-yorkaise est devenue un objet de tourisme. Donc, on est bien dans un Brooklyn un peu imaginaire où la diversité économique et ethnique, finalement, est représentée comme harmonieuse. Les personnages se côtoient, par exemple, dans un lieu comme le Bodega, qui est le petit épicier de quartier. On va avoir plusieurs niveaux de vie et plusieurs cultures de Brooklyn qui vont se croiser, mais c'est qu'un instant. Et donc, cette image d'un melting pot qui, en théorie, serait réussi et ce qu'essaye un peu de présenter High Maintenance, c'est un peu une image trompeuse parce qu'au final, ces personnages-là, même s'ils se côtoient et ils se croisent, ils sont assez isolés et on voit leur expérience, mais séparées les unes des autres. C'est bien pour ça que le livreur va à chaque fois les uns et chez les autres. Voilà. Alors, c'est vrai, justement, Marion, vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant sur la gentrification, c'est que parfois elle est montrée, parfois elle est démontrée, même à travers les séries, mais parfois aussi elle est dénoncée. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui sont construites autour de ça. Alors, je pensais notamment à deux séries, c'était Kimmy Schmidt et puis The OG, qui, elles, ont quand même cette idée essentielle que cet embourgeoisement de certains quartiers new-yorkais faisait perdre quelque chose à l'âme de la ville. Oui, tout à fait. Donc là, Kimmy Schmidt, c'est vraiment une série purement comique, mais qui a pris comme un thème assez central la gentrification, notamment avec le personnage de Lillian, interprétée par Carol Kane, qui est vraiment une militante. Donc, The Unbreakable Kimmy Schmidt se déroule dans le quartier fictionnel de East Dogmouth, qui donc est une partie de Brooklyn, où en fait Lillian, qui est la propriétaire de Kimmy, le personnage principal, et qui lui loue un taudis, il faut bien le dire. Elle se plaint donc de l'arrivée de magasins de cigarettes électroniques. À un moment, elle s'enchaîne sur un chantier de construction parce que des immeubles de luxe vont être construits là. Il y a aussi un épisode où elle lutte contre l'amélioration du système de distribution des eaux dans son quartier. Ce qui est assez paradoxal car elle est propriétaire d'un immeuble elle-même. Donc, on voit bien qu'en fait, elle a une peur viscérale de la gentrification. Elle est d'une autre génération. Elle est vraiment dans cette vision du New York un peu crade, un peu dangereux. C'était mieux avant. Et donc, toute rénovation pour elle vient avec un risque d'augmentation des loyers et d'arrivée des Blancs qu'elle insulte alors qu'elle-même est blanche. Mais bon, c'est ce personnage un peu de hippie militante qui est intéressant, puisque finalement, elle apporte peut-être un peu de nuance dans cette représentation de la gentrification, puisque donc là aussi, on a le fameux Whole Foods, ce magasin tellement symbolique de la gentrification à New York, qui est renommé Big Natural. Et en fait, donc Lillian, évidemment, ne veut pas de l'arrivée de ce magasin dans son quartier, sauf que le quartier est ce qu'on appelle a food desert, donc il n'a pas vraiment de produits frais facilement accessibles pour les habitants. Donc en théorie, l'arrivée d'un magasin comme ça, ce serait un signe de gentrification, mais cette fois positif, qui pourrait profiter à tous si bien sûr les prix restaient abordables et que les habitants historiques du quartier pouvaient faire leurs achats là-bas. Donc, ça apporte un peu de nuance en disant la gentrification, on doit s'en méfier, etc. Mais en même temps, ironie du sort, en l'occurrence, ça peut aussi parfois avoir des aspects positifs. Et pour aller plus loin dans le côté militant,
et anti-gentrification, il faudrait mentionner la série de Spike Lee, She's Gotta Have It, qui est un remake de son film de 1986 et qui présente un militantisme anti-gentrification qui est assez féroce. Donc, on sait que Spike Lee est un réalisateur engagé. Et en fait, là, il veut montrer vraiment une diversité plus représentative du vrai Brooklyn. Donc, cette fois, on est vraiment dans l'expérience des minorités, avec un personnage principal qui s'appelle Nola Darling et qui est une artiste noire. Et donc, en fait, la série essaye de montrer les changements considérables du quartier de Bedford-Stuyvesant, qui est surnommé Bed-Stuy, ça sera plus facile pour moi aussi. Et donc, à travers l'expérience du personnage de Nola Darling, Spike Lee dénonce ce qu'on appelle le syndrome du Christophe Colomb. Donc, encore une fois, cette vision de la gentrification comme une colonisation. Spike Lee avait violemment critiqué la gentrification en 2014 et là, en fait, il met ça en scène à travers ce personnage qui, à un moment, va être arrêté. Et donc, en fait, parce qu'une voisine blanche est gênée et appelle la police, en gros, il file ici une métaphore de la marginalisation de la population originale d'un quartier et que parfois, on en vient à une sorte d'expulsion en fait, des minorités et des populations historiques, puisque il y a avec des moyens plus ou moins de pression, plus ou moins légaux, par exemple, rendre leur vie invivable dans certains buildings, etc., ou encore augmenter les loyers, c'est vraiment des problématiques de la gentrification qui font que les populations historiques n'ont plus les moyens d'habiter dans leur propre quartier. Donc là, c'est ce que dénonce Spike Lee, avec quand même un personnage qui est un artiste et qui n'a pas vraiment les moyens elle-même d'habiter là où elle habite. Sa propriétaire est une amie de famille. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'elle est déjà un peu au début d'être, à la fois, elle peut partager l'expérience noire de Brooklyn et la montrer aux spectateurs, mais elle-même est un peu déjà au début de la vague de la gentrification du quartier. Et puis, c'est risqué aussi de la part de Spike Lee finalement de pointer sa caméra sur un quartier de Brooklyn pour lequel le changement lui fait peur, parce qu'en fait, plus on montre aussi ces quartiers, plus il y a un risque de faire venir, de mettre un coup de projecteur et de faire venir les touristes, etc. Donc, c'est vraiment une question délicate. Je vais juste finir sur Brooklyn. Je sais que c'est une grosse partie de la ville de New York, mais c'est vrai qu'elle a vraiment montré plein de choses sur la gentrification, et je vais juste mentionner la série High Fidelity, qui continue en fait de pointer la question de la responsabilité de qu'est-ce que ça signifie de filmer une série à Brooklyn, et avec un projet peut-être plus réaliste et plus honnête. Donc là, on est aussi dans un remake d'un film, de la comédie romantique High Fidelity, et donc l'action est transposée à Brooklyn, et on a un personnage principal féminin cette fois, qui est joué par Zoe Kravitz, et donc qui est une actrice noire métisse, qui a toujours vécu à Brooklyn. Elle a déménagé à Williamsburg quand elle avait 15 ans. Et donc, elle est productrice exécutive de cette série, et elle voulait vraiment montrer un peu le versant de son expérience à elle de Williamsburg, en disant Girls, c'était pas réaliste, il y avait que des personnages blancs, on peut pas filmer une série à Brooklyn et être honnête et pas montrer une population plus diverse. Et il y a un endroit marrant où un ami lui donne rendez-vous dans un de ces cafés un peu hipster, typique de Girls, justement. Et elle lui dit, mais pourquoi on est là? On n'aime pas cet endroit. Ils ont du lait d'avoine et passent Mumford & Sons, qui est un groupe de musique qu'elle trouve trop gnangnan. Donc, c'est drôle de montrer comment elle a ce côté un peu puriste aussi de, voilà, il y a un certain Brooklyn et c'est eux contre nous. Et juste vraiment, la dernière série sur Brooklyn, ce serait The Last OG. Je ne sais pas si elle est très connue en France, mais le personnage principal, c'est Tracy Morgan, est joué par Tracy Morgan, qui est donc un homme qui sort de prison
et qui rejoint son quartier de Brooklyn qui a été complètement métamorphosé par la gentrification entre-temps. Et là, il nous donne vraiment le point de vue de cet homme noir, issu plutôt de la classe moyenne, qui réapprend à connaître son quartier finalement alors qu'on est de l'autre côté du phénomène de gentrification. Juste une petite correction sur quelque chose que j'ai dit précédemment à propos de la série She's Gotta Have It de Spike Lee. J'ai parlé du quartier de Bed-Stuy, mais en fait la série se passe principalement à Fort Greene à Brooklyn. Donc je sais que j'ai mentionné beaucoup de séries et beaucoup de quartiers. Donc en fait pour ce podcast on va mettre je pense une filmographie avec les années des séries et les quartiers, comme ça vous pourrez aussi aller explorer et voir de plus près, parce que je peux pas à chaque fois rentrer dans le détail de chaque série et acteurs, etc. Donc vous aurez plus d'infos. Oui, effectivement, Marion, on se retrouve sur le site internet histoireensérie.com. Je rappelle l'adresse. Vous avez à chaque épisode une bibliographie, parfois filmographie comme Marion l'a fait, et qui permettra à chacun et à chacune d'aller peut-être voir plus en détail, parce que là, c'est vrai que sur cette émission thématique, on a énormément de séries, énormément de lieux, énormément de références. Donc, le site devrait aider toutes les personnes qui le souhaitent à y voir plus clair. Alors, Marion, maintenant, j'avais une question sur un autre New York, celui, pour parodier un petit peu ce qu'on a vu dans l'émission sur Mister Robot, le New York des 1%, le New York des nantis, des riches. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce New York-là dans certaines séries? Alors, je pensais en premier, bien sûr, à des séries très connues, notamment Gossip Girl. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Marion? Oui, là en fait c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère qui est donc les années 2010. Et à New York, c'est l'ère Bloomberg, c'est l'ère Trump. Et en fait, il se dégage deux mouvements. Donc à la fois beaucoup de séries qui sont dans ce monde des New-Yorkais ultra riches. À l'époque aussi, enfin ça correspond aussi à un développement immobilier à Manhattan, de grandes tours de luxe avec donc un quartier de New York qui est tout le temps en construction et qui sont des constructions d'immeubles très chers que même justement les yuppies dont on a parlé tout à l'heure n'ont pas les moyens d'habiter. Donc on a d'un côté ce mouvement de séries de très riches qu'on va regarder de plus près, et en même temps aussi ça provoque une sorte de regard nostalgique sur le New York d'avant et un peu la question New York c'était mieux avant. Donc commençons avec Gossip Girl qui et peut-être la série qui vient le plus à l'esprit quand on pense aux riches new-yorkais. C'est une série de 2007 qui se passe dans le Upper East Side, au nord de Manhattan. Donc, c'est la jeunesse dorée qui est représentée dans cette série. Et en fait, c'est intéressant de voir que le timing était un peu contre cette série, puisque au début, en 2007, on voit la vie de ces riches adolescents un peu enfants gâtés. Ça fait rêver. La série est souvent comparée à un guilty pleasure, elle est très populaire à l'époque, mais en même temps, la réalité de la crise de 2008 et de la récession frappe New York, et une partie du public se désengage de cette série qui finalement n'arrive plus à montrer la réalité de la vie à New York, et qui considère encore que Brooklyn donc il y a un personnage qui vit à Brooklyn et c'est un peu le paria, donc c'est un peu caricatural puisqu'à l'époque Brooklyn était devenu presque aussi yuppie que Manhattan en fait. Et je vais passer rapidement à une série qui est beaucoup plus intéressante et plus récente, qui est Succession. Et là aussi, on suit des très 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 riches New-Yorkais. C'est la famille Roy qui possède un empire médiatique. Et on suit le parcours du patriarche, qui est joué par Brian Cox. Et il a conquis New York. C'est une version un peu extrême du American Dream, qui rappelle, et c'est volontaire, le parcours de Trump ou de Rupert Murdoch. Donc, la question, c'est, il a un pépin de santé, il est âgé, lequel de ses enfants va potentiellement reprendre cet empire? Donc là, on suit des personnages vraiment qui n'ont aucune morale, qui sont corrompus, et c'est fascinant. C'est présenté un peu comme une tragédie grecque, et ça nous montre ces très riches avec un regard acéré et ironique, et qui correspond bien en fait à cette nouvelle vision de Manhattan, où en fait, ce qui est intéressant, c'est que on n'est même plus dans les rues de New York avec ces personnages qui sont tellement riches
qu'ils sont soit dans des taxis, soit perchés dans les airs, dans des appartements avec des vues sur toute la ville ou en voyage. Donc, c'est vraiment une sorte d'aristocratie qui flotte sur Manhattan et qui se prend pour les rois du monde. On peut mentionner rapidement une scène où la famille se retrouve pour un jeu de softball et l'un des fils propose à un jeune garçon qui est dans le terrain de jeu où il joue au softball, si tu tapes la prochaine balle et que tu fais un grand coup, je te fais un chèque là maintenant tout de suite de 1 million. Et on montre bien comment ils sont assez décadents avec cet argent. C'est vraiment un portrait de nouveaux riches et ça nous montre vraiment l'extrême de ce qui est devenu Manhattan aujourd'hui. Alors, il y a autre chose aussi de très intéressant dans certaines séries qui traitent de New York, c'est bien sûr de voir d'autres quartiers. Alors, je pensais notamment à Harlem, mais aussi cette idée de voir de certaines personnes qu'on peut considérer comme des super-héros. Alors, je pensais à la série Luke Cage. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Marion ? Oui, Luke Cage, c'est une série très intéressante puisque elle nous amène dans Manhattan, dans le Manhattan actuel, puisqu'on est à Harlem. Mais on peut quand même parler d'un retour aux sources. Et donc, c'est une série qui s'inscrit bien dans ce regard vers le passé, comme si on avait été tellement éblouis par ces riches new-yorkais qu'il y a un mouvement de séries qui veulent un peu se retourner vers un New York plus réaliste, plus authentique. Ce qui est assez intéressant, puisque c'est un personnage de super-héros, effectivement. Luke Cage, donc, son histoire, est montré en série, mais à la base, bien sûr, c'est des comic books qui sont inspirés des films de Blaxploitation des années 70. Donc, on a affaire à un super-héros noir qui lutte contre le crime à Harlem. Harlem, c'est un quartier vraiment crucial quand on parle de gentrification, puisqu'il est au nord de Manhattan, donc très bien situé. En même temps, il y a plusieurs Harlem. Dans Harlem, c'est un quartier qui a des parties je vais pas y arriver, des parties architecturales absolument sublimes, les brownstones dont on avait parlé à propos de Brooklyn. Donc vraiment un quartier très divers et très beau qui s'est gentrifié en vitesse accélérée ces dernières années. Et donc, c'est intéressant de voir que Luke Cage se tourne vers des problèmes qui restent à Harlem. Donc, la série aborde la gentrification, la violence policière, le système d'incarcération américain qui est en échec. C'est une série de la vie quotidienne Harlem du point de vue afro-américain. On a notamment des scènes qui se passent dans un barbershop qui est vraiment un lieu emblématique de la fierté locale. On trouve aussi des personnages sur les fameux stoops new-yorkais. Donc, ce sont ces marches, ces volets de marche devant les immeubles new-yorkais qui forment une sorte d'extension de la maison. Et donc, tous ces lieux qui sont filmés dans la série sont des lieux de transmission des traditions et de la culture afro-américaine. La série se revendique de la Harlem Renaissance qui a eu lieu dans les années 20-30, qui est un mouvement intellectuel et artistique qui redéfinit l'identité culturelle noire américaine. Et bien sûr, cette identité, elle est menacée par la gentrification. Et c'est drôle de voir, ou intéressant plutôt, comment Luke Cage, en fait, c'est sa nouvelle cause. Il défend la veuve et l'orphelin en les protégeant de la gentrification. Et ce personnage s'inscrit aussi dans une vague de super-héros, mais aussi de anti-héros qui sont apparus sur les écrans après le 11 septembre. On a eu une sorte de redéfinition de la masculinité avec des hommes qui sont faillibles, torturés, mais qui sont toujours considérés comme en charge de protéger, d'être forts, etc. Donc, un personnage complexe très intéressant. Alors, il y a une autre idée aussi qui était très intéressante de mon côté, j'ai trouvé, Marion, c'est ce que vous avez évoqué avec cette idée du « c'était mieux avant » New York. Alors, revenir peut-être à ce New York qu'on a évoqué au début, celui avant les attentats du 11 septembre, remonter un peu plus loin à celui des années 70-80. Et là, je ferai un parallèle avec ce qu'on a évoqué avec Fabien Bièvre-Perrin dans l'émission numéro 23 d'Histoire en série, autour de la série Pause. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Marion? Quel New York on voit dans cette série?
Oui, il y a 2 séries là dont je vais parler pour les années 70-80. Effectivement, Pose. Mais pour revenir juste avant Pose, qui se passe dans les années 80-90, je voulais faire un petit détour par de Get Down, qui est une série Netflix qui n'a pas duré très longtemps et qui était quand même intéressante puisqu'elle se passe dans le Bronx, dans les années 70, qui est assez rare, et qui est vraiment un mix de cette recherche un peu d'authenticité et de réalisme, mais également de montrer un New York très stylisé, puisque c'est une série réalisée par Baz Luhrmann. Et elle pose aussi la question de New York, c'était mieux avant, puisqu'elle elle dépeint la naissance du hip-hop, qui est un art émergent dans les années 70, dans le quartier du South Bronx, qui est totalement en crise à l'époque. Il y avait ce slogan fameux « The Bronx is burning », le Bronx brûle. Et la série montre par exemple ce qui se passe à Charlotte Street, qui était tellement mal en point, cette rue du Bronx à l'époque, qu'elle a été en partie retirée des cartes de la ville. Donc c'est intéressant de voir comment la caméra se tourne vers un moment de crise, de destruction, de tension à New York, pour en faire une sorte d'histoire positive en montrant la vitalité créative de ces personnages, notamment Zik, le personnage principal, qui, malgré la décrépitude urbaine, transforme le tout en une énergie positive. Donc, c'est une de ces séries qui montre un peu ce regard nostalgique de là, clairement, il a l'air de dire c'était mieux avant. Et pose aussi cette question, la série Pose, avec les années 80. Donc là, on est dans une série de Ryan Murphy, qui lui aussi a un regard nostalgique, ce qui est un peu paradoxal, puisqu'on est encore dans une période de la ville de grande souffrance, puisque la série traite de l'épidémie du sida, et notamment comment c'est vécu par des minorités ethniques, notamment latino-noires, et la communauté LGBT. Donc, on est vraiment du point de vue des oubliés, de communautés qui sont très discriminées, qui sont en souffrance, mais elles ont créé leur propre communauté, enfin une façon de se protéger. Avec la série Pose, on est à Harlem et on suit des personnages qui font partie de maisons qui s'affrontent dans des balles. Donc, on suit l'émergence aussi d'un mouvement artistique ici et créatif, notamment de danse et du voguing. Donc, ces personnages, ils sont reliés par une identité communautaire très forte, un esprit d'entraide qui est très important. Donc, même si on les voit dans des compétitions de danse, ils se retrouvent entre eux pour être plus forts, pour affronter des difficultés et des discriminations qui les accablent. Donc, Ryan Murphy, c'est un peu son habitude, il aime bien réécrire l'histoire dans ses séries. Donc là, c'est une série très intéressante puisqu'elle donne la voix à des voix minoritaires ou des voix disparues, en idéalisant un peu. Donc, c'est quand même intéressant toujours de voir ce paradoxe qu'on est à une époque qui est dans l'histoire de New York, qui est une des plus violentes, une des plus dangereuses, une des plus tristes pour la communauté LGBT new-yorkaise, et en même temps, il en fait quelque chose de très inspirant. Et il y a 2 endroits ou 2 scènes qui sont intéressantes à mentionner. Il filme beaucoup aux piers de Christopher Street, donc c'est les pontons qui s'avancent sur la Hudson River au sud de Manhattan, et c'est présenté comme un endroit dans la série pour découvrir des talents, mais en même temps à l'époque c'était quand même un lieu un peu clandestin de rencontres homosexuelles, donc un lieu de propagation du virus du sida. Donc la série en a fait quelque chose à la fois réaliste et à la fois un bouillon de créativité. Donc c'est toujours cette tension, et c'est intéressant de voir aujourd'hui comment ces pontons ont été complètement aseptisés. C'est là que les gens aujourd'hui vont faire leur jogging dans le quartier, où les touristes se promènent. Et pour revenir à la gentrification, il y a une scène de Pose qui la présente très explicitement lorsque le personnage de Blanca veut ouvrir un salon de manucure dans un quartier assez défavorisé.
Et elle fait la rencontre de Frederica, qui est jouée par Patti LuPone, qui est une reine de l'immobilier, et qui décide de lui dire « Ok, ouvrez votre salon, puisque moi, je suis pour la gentrification. » Blanca ne sait pas ce que c'est, donc Frederica lui explique. Elle dit « En l'an 2000, il n'y aura plus un seul quartier dangereux pour les gens normaux. Avec l'arrivée de gens respectables, les prix vont monter, tout le monde y gagne. » Et donc, c'est intéressant de voir comment elle embarque Blanca dans sa vision de la gentrification, sauf qu'au final, elle va réaliser que Blanca est transsexuelle et va la discriminer et ne pas la laisser ouvrir son salon. Alors, il y a quelque chose justement par rapport à tout ce qu'on vient de voir là de très intéressant dans tout ce que vous avez Marion, c'est cette idée que la gentrification peut changer effectivement le regard sur une ville. Alors, je voudrais qu'on voit maintenant à la fois un autre espace de New-Yorkais à travers cette série, un espace très central hein, qui est hyper connu aussi dans le monde, c'est Times Square. Et je pensais à la série The Deuce. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Oui, The Deuce, c'est une série sublime. C'est une fresque qui s'étale des années 70 aux années 80 à Times Square. Et donc, à nouveau, ce regard sur le passé, sur un quartier qui est devenu vraiment l'exemplification de la gentrification. C'est long à dire, à Manhattan. Et on revient à une époque où, au contraire, Times Square était un lieu sordide, avec des prostituées, des endroits pour regarder des films pornographiques. La drogue était présente, la mafia était présente et l'un des showrunners, David Simon, qui est connu pour The Wire, en fait porte un regard un peu amer, mais présente une fresque de personnages dans ce lieu qui est vraiment très symbolique à New York. Aujourd'hui, Times Square, c'est très touristique, c'est même un lieu souvent détesté par les New-Yorkais. Et c'est vraiment le lieu où souvent, quand on entend des New-Yorkais dire New York c'était mieux avant, New York c'est plus ce que c'était, tout a été Disneyfié, aseptisé, etc. On leur dit mais regardez Times Square, c'était pas un quartier qui était mieux avant. Donc là, la série ne juge pas, mais elle nous fait rencontrer des personnages de l'époque à travers notamment les relations d'un propriétaire d'un bar joué par James Franco. Et il y a une scène, la scène finale est vraiment incroyable puisque ce personnage qui a traversé les époques est dans le temps présent, dans le Times Square d'aujourd'hui avec ses néons, ses touristes, etc. Et il marche et on voit des scènes du Times Square du passé et des personnages que l'on a côtoyés pendant toute la série apparaître et se rappeler à lui. Et donc, ça montre vraiment le contraste incroyable entre le Times Square d'avant et le Times Square d'aujourd'hui, mais ça ne prend pas vraiment parti. Ça nous dit juste, voilà, ce qui s'est passé, la gentrification. The Deuce utilise vraiment, d'ailleurs, The Deuce, c'est une rue qui traverse Times Square, donc c'est vraiment cette idée d'un microcosme d'observation de la gentrification, qui est quand même un phénomène macroéconomique. Et là, on met la loupe sur des personnages, des histoires individuelles, et on voit comment des décisions qui viennent d'en haut, comment des investissements publics de la ville de New York ont eu des conséquences sur tous ces personnages qui font partie de la série. Donc, en fait, là, c'est la gentrification comme l'avancée de forces extérieures sur ces personnages. Alors, qu'est-ce que véritablement là-dessus, on parle maintenant effectivement depuis un long moment autour de New York, autour de la gentrification. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir en conclusion? Parce que c'est vrai, on a évoqué un petit peu tout à l'heure les séries aussi policières sur New York. Il y en a d'autres et elles renvoient, elles, une image différente de la ville. Oui, donc déjà, je pense que ce qu'on aura compris, c'est que la gentrification, c'est un phénomène typiquement new-yorkais qui a vraiment été amplifié dans les années 90, enfin 70, 80, 90, avec ces séries donc très actuelles qui se tournent vers le passé, puisque c'est assez classique dans la construction des séries. On regarde vers le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la gentrification, qu'elle soit abordée par le drame ou par des séries policières ou même par des séries comiques, il y a énormément de choses à dire, ça touche énormément de lieux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les séries ont, au fur et à mesure, changé les points de vue, nous ont amené du point de vue des gentrificateurs, du point de vue des gentrifiés, et posent la question de, en fait, est-ce qu'on aurait pu éviter la gentrification ou pas? New York, c'est une ville qui est définie comme une ville du changement, une ville du changement qu'on ne peut pas arrêter. Donc, il y a des choses qu'on peut regretter, mais ce panorama de série nous permet de comparer l'avant, l'après et d'être conscient en fait de tout ce passé, de toute cette histoire new-yorkaise. Et je voulais effectivement finir avec une histoire de crime, une série qui s'appelle When They See Us, qui est réalisée par Ava DuVernay. Et en fait, c'est la seule série que j'ai choisie qui est adaptée de faits réels. Et c'est bien sûr une série qui retrace l'histoire donc d'une grave erreur judiciaire quand une femme blanche qui faisait son jogging à Central Park a été brutalement agressée en 1989, et comment 5 adolescents, 4 Afro-Américains et un Hispanique, ont été arrêtés et ont été forcés à avouer ce crime qu'ils n'avaient pas commis. Et en fait, je trouve que c'est une mini-série qui était sortie sur Netflix et qui est intéressante puisqu'elle nous replonge dans les tensions raciales de l'époque. Et il y a un commentaire sur les violences policières qui sont toujours, bien sûr, un problème d'aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de se remémorer le New York d'avant et de voir ce qu'elle peut nous dire sur le New York d'aujourd'hui. Avec aussi quelque chose d'intéressant qui fait que c'est une série vraiment qui cristallise le moment où la réputation de Central Park à New York est devenue un endroit dangereux. Et encore une fois, c'est cette idée de contraste. Aujourd'hui, Central Park est un endroit idyllique, c'est le poumon vert de Manhattan, avec des endroits romantiques, des endroits touristiques et quantité de séries qui sont filmées là. Et ça nous renvoie en arrière à l'époque où Central Park est devenu un endroit de terreur pour les New-Yorkais à cause de ce crime. Et on peut noter aussi, pour finir, que de façon intéressante, Central Park est aussi le fruit de la gentrification, puisque au moment où le parc a été conçu et construit, au 19e siècle, en fait, il a fallu déplacer des populations locales et en quelque sorte, pour avoir Central Park aujourd'hui, on a dû faire un acte de gentrification qui était beaucoup plus ancien. Mais donc, c'est vraiment un cycle new-yorkais typique. Et voilà, j'espère qu'on aura eu quelques visions de ce phénomène socio-économique à travers ces séries. Oui, effectivement, Marion, merci pour cette émission thématique qui a dit beaucoup de choses, qui a parlé de beaucoup de séries, mais qui nous aura aussi, et j'espère pour les auditeurs, permis de voyager depuis le salon. Et je recommande d'ailleurs dans ce cadre-là les livres que vous avez publiés sur New York, mais aussi sur Londres, qui permettent de comprendre comment aussi on peut se servir des séries pour voyager, pour étudier le paysage. Et ça, c'est tout à fait dans le cadre de ce que nous, à Histoire en série, on veut produire et on veut montrer à tous les auditeurs. Donc, comme vous l'avez indiqué dans l'émission, vous avez fourni une bibliographie, une cytographie aussi qui permettra d'aller plus loin dans les séries évoquées, peut-être de les découvrir, peut-être de se rappeler un certain nombre de choses. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on en a parlé de beaucoup, mais sur les émissions thématiques comme ça, on se doit de comparer plusieurs séries parce que c'est aussi l'intérêt. Alors, Marion, merci beaucoup. Donc, rendez-vous aussi à tout le monde sur le site histoireensérie.com pour avoir les résumés et les publications autour des anciens numéros. Et puis, comme d'habitude, vous avez le résumé de notre émission sur notre partenaire nonfiction.fr. Merci Marion et j'espère à bientôt. Pourquoi pas ce coup-ci pour une découverte de Londres. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.